Solutions, propositions pour un Sénégal nouveau par Ousmane Sonko. Dans ce livre, nous vous parlons des vrais problèmes du Sénégal, ce dont ils n'ont jamais osé parler, sinon que très mollement, par peur des puissances occultes et lobbyistes, des tabous culturels, des résistances sociologiques. Mais dans cette publication, nous vous livrons surtout des solutions pour le salut national. Débattons sereinement. Avant-propos. Pour un Sénégal décomplexé, croire en nous. À regarder les informations défiler à longueur de journée dans les différents supports médiatiques, on ne peut manquer d'être envahi par un sentiment, un questionnement. L'Afrique, particulièrement subsaharienne, serait-elle maudite? Partout sur le continent noir, ne semble régner que misère et désolation. Et les images ne mentent pas. Guerre civile et ou étrangère, ethno-raciale, confessionnelle, voire linguistique, etc. Instabilité politique et institutionnelle, sécheresse et inondations, avec leurs corollaires insupportables de scènes inhumaines sur les routes maritimes ou désertiques de l'immigration, de faim, d'épidémies, ailleurs étreintes ou inexistantes, de pauvreté extrême et plus récemment, d'Africains vendus comme esclaves par leurs propres frères. Le Sénégal a échappé jusqu'à présent aux plus aigus des causes de ces fléaux, mais n'en manifeste pas moins curieusement les effets au même titre et quelquefois même plus que de raison. À écouter et bien entendre les Sénégalais dans les discussions de rue, de bureau ou de salon, dans les débats médiatisés et les tribunes religieuses, deux attitudes contradictoires dominent. D'une part, il y a ceux qui expriment un pessimisme irréfragable, une lassitude et une abdication face aux échecs répétitifs, aux trahisons politiques, à la crise sociale et économique permanente et ses conséquences désastreuses. Pour cela, le mal est fatalement incurable. Le Sénégal serait maudit, comme le reste de l'Afrique d'ailleurs. La pauvreté, le chômage endémique, les problèmes primaires de santé, d'éducation, de nutrition et notre rang parmi les pays les plus pauvres de la planète en sont, entre autres, une parfaite illustration. Il n'est pas rare que ce pessimisme conduise radicalement à une analyse socio-anthropologique reproduisant le cliché d'une race noire qui serait maudite, paresseuse, insuffisamment dotée de capacités intellectuelles et organisationnelles. D'autre part, il y a les optimistes insouciants, ceux qui ramènent tout à Dieu, nombrilistes à souhait, sur fond de narcissisme micronationaliste. Pour ces derniers, le Sénégal serait le premier pays au monde et que tout y marche au mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Il n'est pas rare non plus de les entendre développer des arguments irrationnels, se ramenant à une bénédiction divine dont jouirait le Sénégal et ses habitants, leur donnant l'assurance d'une vie de prospérité, de sécurité et de progrès pour toutes les générations de Sénégalais jusqu'à la fin des temps. Ma conviction est que ni les uns ni les autres n'ont totalement raison ou tort. La vérité est que nous avons un potentiel énorme que nous n'avons jusque-là pas su saisir et transformer. Nous avons notre destin en main, mais encore faudrait-il en être conscient dans un monde rendu de plus en plus impitoyable par les règles du jeu et la compétition. Dans une planète mondialisée par le droit, la culture, les finances et l'économie, le maître mot, c'est la compétitivité. Le Sénégal doit y trouver sa place, non par des slogans et une perception surfaite de soi, mais par une réelle volonté de progresser, adossée à des pratiques qualitatives. Nous devons nous mettre au diapason des nouvelles exigences de ce monde,
est alors compté parmi les nations qui existent et se font respecter pour leur contribution au progrès de l'humanité et à son progrès. Ou continuer à nous inscrire en marge de ce processus irréversible et par conséquent être condamnés à survivre à la péripétie en sous-produit de la mondialisation. Notre message aux Sénégalais, c'est d'y croire, car nous le pouvons. Avons-nous d'ailleurs le choix? Notre promesse aux Sénégalais est qu'à force de travail et d'ingéniosité, nous pouvons réussir des bons considérables pour lesquels il fallait, dans les séquences historiques passées, une durée beaucoup plus longue. Il faut seulement mettre le Sénégal et les Sénégalais en position de remporter cette bataille. C'est à la fois facile et difficile. Facile car le chemin est connu. Difficile car emprunter le chemin et s'y maintenir jusqu'à destination nécessite énormément d'efforts, de volonté, de patience et de persévérance. Ce chemin, on peut schématiquement le décrire en 3 exigences. 1. Patriotisme. Il nous en faudra beaucoup. Nous devons revivifier ce ressenti partagé d'appartenance à un même pays. Sentiment qui soude le socle de notre unité sur la base de valeurs communes. Dans cette bataille, nous devrons constamment forger et nourrir un fort sentiment d'amour et de fierté pour notre patrie. Le patriote est prêt à se dévouer ou à se battre pour elle afin d'en défendre les intérêts. Ce patriotisme peut s'exprimer au plan militaire, sportif, culturel, mais c'est au plan économique qu'il donnera toute sa mesure, dans la plénitude de son utilité pour le projet national. Dans cette mondialisation qui cache des individualismes nationaux exacerbés, le patriotisme économique des consommateurs, des entreprises et des pouvoirs publics, bref, de toutes les couches nationales, commande d'adopter des comportements aptes à favoriser les biens et services produits au Sénégal. Nous ne briserons jamais ce cycle de domination subie de la part de pays légitimement ambitieux, déterminés et organisés. Le problème est en nous, en notre capacité à opérer un libre choix de nos politiques publiques et de nos partenaires extérieurs pour des échanges gagnant-gagnant. Nous en appelons à un Sénégal ambitieux et décomplexé. Soyons clairs, il ne s'agit ni de chauvinisme, ni de nationalisme étroit, mais d'une posture constante dans le respect mutuel et l'ouverture aux autres, à privilégier et défendre d'abord et avant tout les intérêts des 14 millions et demi de Sénégalais. 2. Travail. Ayons la lucidité de reconnaître que la culture et le culte du travail sont à développer dans notre continent. Pour beaucoup d'entre nous, les tares du passé et surtout le système de prédation instauré par l'élite post-coloniale ont fini d'installer une culture qui réduit le travail à une souffrance à laquelle on cherche à échapper en louvoyant, en trichant, en faisant semblant, car en même temps, on aime l'argent que procure le travail. Il est urgent de mettre le Sénégal, surtout celui des zones urbaines, au travail, valeur sociale humiliable, seul à même de procurer la liberté, la dignité, l'épanouissement social et la prospérité économique. L'un des facteurs essentiels qui expliquent les écarts entre les nations, tels que révélés par de nombreuses études, est le rapport de chacune au travail. Nous devons nous regarder de face
et admettre que nous n'avons pas le même rapport au travail, quantitativement et qualitativement, que les Sud-Coréens, les Allemands, les Américains. Il nous faut rebâtir un Sénégal qui privilégiera le travail, en créant les conditions pour tous, le récompensera à sa juste valeur et sanctionnera tout ce qui l'entrave. 3. Éthique. Aucune société n'a autant théorisé les valeurs éthiques fortes de droiture, njub, de dignité, jom, de fierté, fulla, d'honnêteté, de goût, de loyauté, colère. Aucune société, pourtant, ne les foule aussi allègrement aux pieds que la nôtre. Ayons le courage de le reconnaître. Pour beaucoup d'entre nous, l'intégrité constitue davantage une posture qu'une conviction. Nous aimons parler des valeurs, de ce qui doit être, de morale ou de religion, mais cela se limite souvent à la rhétorique. Or, sans ces normes que chacun doit se fixer pour éviter de nuire aux autres, jamais les comportements du plus grand nombre ne sécréteront le bonheur collectif. Il faut faire renaître en chacun la conscience de la nécessaire conciliation de l'intérêt individuel avec l'intérêt général et le sentiment de l'obligation de renonciation au premier lorsqu'il contredit le second. C'est tout le sens de la vision qui structure notre offre politique autour du triptyque. Mettre fin à l'entrepreneuriat et à la marchandisation politique. L'argent a pris une place inconsidérée dans la pratique politique au Sénégal, tuant du coup le débat d'idées et les forums programmatiques, d'où la piètre qualité de l'élite politique et les faibles performances dans la gouvernance d'État. Exprimer de nouvelles voies de développement économique et social depuis plus de 50 ans, quels que soient les gouvernements en place, les politiques publiques empruntent les mêmes schémas, avec la même forte dépendance à l'aide extérieure dont une bonne partie est recyclée par l'État sous forme de prébendes à partager entre personnes et groupes d'influence au détriment de la grande masse. Ces schémas ont largement prouvé leur inefficacité, voire leur nocivité. Et il faudra du courage politique pour rompre avec et inventer une nouvelle gouvernance économique et sociale. Redéfinir le contrat social. Depuis plusieurs années, sous l'effet de la crise socio-économique et des manipulations politiciennes, la société sénégalaise se délite lentement mais sûrement. Les communautarismes sous diverses formes augmentent. Le repli sur soi grandit et l'action publique devient de plus en plus le reflet d'influences dominantes qui se succèdent, au lieu de traduire un projet national fédérateur, stable, partagé et orienté vers le futur, tout en étant respectueux des identités spécifiques. Voilà les constats alarmants qui ont hâté notre engagement en politique et les convictions fortes qui fondent notre combat pour un autre Sénégal, un Sénégal meilleur, un Sénégal d'espoir. Conviction forte que malgré tout, il ne tient qu'à nous de briser ce cycle d'échecs et de déceptions, car les solutions sont bien en nous. Mais il faut s'y atteler dès maintenant. Nous avons déjà perdu trop de temps et le monde ne nous attend pas. Fin de l'avant-propos.